Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 16 décembre 2021. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, place à la BCE. Hier, on a eu la réunion de la Fed et elle a clairement dopé le marché américain qui a clairement fini en nette hausse hier après que la Fed a annoncé qu'elle mettrait fin en mars 2022 au programme d'achat d'obligations déployé face à l'impact économique de la crise sanitaire, amorçant donc un nouveau virage dans la sortie de ces mesures de soutien. Et globalement, les marchés ont plutôt apprécié le ton ferme qu'a employé Jérôme Powell, même si on a eu un discours assez hawkish. Alors, à l'issue de cette réunion politique de 2 jours, la Fed a publié un communiqué dans lequel elle indique que son objectif d'inflation a été atteint et ouvre la voie à 3 hausses de taux, de ces taux d'intérêt en tout cas l'an prochain. Jérôme Powell a exprimé une nouvelle fois sa confiance sur le rétablissement de l'économie américaine, disant par ailleurs être prêt à relever les taux d'intérêt si nécessaire, justement pour contrôler l'inflation galopante actuellement. Alors maintenant, le calendrier de la remontée à venir des taux dépendra désormais uniquement du marché de l'emploi selon lui, qui devrait continuer de s'améliorer au cours des mois à venir. On fera aussi un parallèle, je vous avais dit, très important de surveiller les dot plots, les projections concernant les hausses de taux à venir. Donc, j'ai pu avoir ce graphique et on fera le point dans la partie macro. Maintenant, Wall Street, comme vous le savez, surveille étroitement depuis plusieurs mois la hausse de l'inflation et l'évolution des taux d'intérêt. Donc, encore une fois, en fonction de l'inflation, plus l'inflation accélère, forcément, la Fed sera obligée de mettre en place une hausse des taux plutôt que prévu. Et je vous avais présenté un graphique il y a de ça quelques, je dirais pas quelques jours, mais la semaine dernière, en vous disant, regardez, les Fed Funds price actuellement une première hausse des taux d'intérêt à partir du mois de mai 2022. Et à l'issue de la réunion, de cette réunion de politique monétaire, les Fed Funds price maintenant une première hausse de taux à 70% pour le mois d'avril 2022. Donc, hop, décidément, des marchés qui se montrent un peu plus agressifs et qui estiment que la Fed pourrait même démarrer ce processus pour relever les taux à partir d'avril. Il y a de ça 2 mois, on tablait sur juillet, puis juin. Il y a 10 jours, on est passé au mois de mai, et là, à 70% au mois d'avril. Donc globalement, maintenant, on a à peu près une fourchette. Ça devrait se situer au plus tôt au mois d'avril, et je pense au plus tard, ce serait très clairement au mois de juin. Encore une fois, cela dépendra de l'évolution de l'inflation. Maintenant, en Europe, forcément, les bourses européennes prolongent les gains de Wall Street, ont évoluent en hausse ce matin, euh, au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine qui entend normaliser sa politique monétaire pour endiguer la hausse des prix. Maintenant, l'actualité des banques centrales va aussi se poursuivre cet après-midi avec les décisions de politique monétaire de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Néanmoins, ce matin, un peu déçu sur le CAC 40, quoi qu'il reprend un peu de hauteur. Mais les premiers résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit indiquent un ralentissement de la croissance de l'activité en décembre en raison de la résurgence de la pandémie et des tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, on a eu un beau gap haussier ce matin, et puis derrière, le flux est un peu retombé. On est revenu taper les 7000 points. Bon, là, finalement, on est en train de reprendre un peu de hauteur, mais on était bien parti pour avoir un beau gap haussier, une belle journée flux, et finalement, les données des enquêtes PMI ont un peu cassé l'ambiance. Bon, la journée n'est pas terminée, on a quand même la BCE et le discours de Christine Lagarde à venir à 14h30, et encore une fois,
j'attends, comme vous, impatiemment le discours de la présidente de la BCE, mais globalement, comme la Fed, elle n'a aucun intérêt à faire paniquer les marchés juste avant la fin de l'année. Elle devrait garder un ton assez accommodant, puisque la BCE estime que l'inflation est censée atteindre un pic d'ici la fin de l'année, et qu'elle ne table pas toujours, ou qu'elle estime très peu probable, une hausse de taux à venir en 2022. Alors que la Fed, elle, table entre 2 et 3 hausses de taux. Donc pareil, pas de grandes annonces à venir de la part de la BCE, et je la vois mal nous sortir, être d'un coup soudainement agressive pour faire paniquer les marchés, alors que Jérôme Powell a vraiment très clairement galvanisé les marchés hier, et je pense qu'on devrait terminer l'année en beauté. Maintenant, côté macro, ici, pour comprendre un peu la politique monétaire de la Fed, c'est le bilan de la Fed par rapport par rapport au taux d'intérêt, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Et on remarque que la Fed, baisse ses taux. Là, ici, c'était durant le crack de 2000, des dot-com. Donc, on a eu baisse des taux. On a commencé doucement à gonfler le bilan. Derrière, quand l'économie repart et que ça va mieux, on relève les taux. Et une nouvelle fois, en 2007-2008, crise des subprimes, on met les taux au plus bas. Explosion du bilan une première fois pour soutenir les marchés. Dès que les marchés vont un peu mieux, on a un ralentissement du bilan, comme ce fut le cas pendant quelques années, quoique ici on a surtout une stabilisation, ensuite une légère phase de déclin, et on a commencé à relever les taux. Et là, avec le crack, à cause du Covid-19 qui a causé un crack historique, de nouveau, la Fed a mis les taux au plus bas, et par contre, on a eu des injections de liquidités pharaoniques sur les marchés, et le bilan de la Fed a plus que doublé. C'est du jamais vu dans l'histoire. Maintenant, forcément, la Fed va devoir ralentir ses achats d'obligations et procéder à des hausses de taux. Reste à savoir comment le marché va interpréter cette démarche. Bon, ça fait maintenant 6 mois qu'on prépare les marchés. Psychologiquement, les investisseurs sont prêts, mais c'est toujours délicat. On a beau préparer les investisseurs mentalement et psychologiquement, le jour où la Fed augmente ses taux, comme ce fut le cas en 2018, on avait préparé les marchés en amont, et pour autant, derrière, on a eu quand même une dégringolade, et la Fed a dû faire marche arrière. Ici, ça concerne les dot plots. C'était vraiment l'élément à surveiller lors de cette réunion de politique monétaire. Et donc, la Fed double le rythme de son assouplissement à 30 milliards de dollars par mois, comme prévu, pas de surprise, et s'apprête donc à mettre fin à son programme d'achat d'obligations en mars. Elle annonce maintenant 3 hausses de taux comme prévu. En tout cas, les membres de la Fed anticipent 3 hausses de taux en 2022. Ici, il y a un membre de la Fed qui anticipe une hausse de taux, 2 hausses de taux, 3 hausses de taux, 4 hausses de taux. Et chaque point correspond à un membre de la Fed. Donc, les membres de la Fed anticipent 3 hausses de taux. Le graphique ici montre, selon les projections médianes, si l'on examine l'ensemble des prévisions, que quand même 10 sur 18, on a 18 membres, donc 10 ici sur 18, prévoient 3 hausses de taux en 2022 et 2 en prévoient 4, ce qui représente quand même un changement considérable par rapport au mois de septembre. Et derrière, les projections pour 2023, pareil, plusieurs hausses de taux encore à venir, potentiellement encore 2 hausses de taux pour 2023. Donc très clairement, la Fed a adopté, a amorcé surtout, je dirais, un nouveau virage et a durci un peu le ton concernant sa politique monétaire. Et les marchés ont un peu salué cette démarche, le fait que la Fed affirme un ton ferme sur ce qu'elle allait faire pour justement lutter et contrer l'inflation
qui reste quand même relativement élevé, notamment aux États-Unis. Globalement, les dot plots, très pertinents, minimum 2 hausses de taux, mais majoritairement, non, 3 hausses de taux à venir. Donc là, des membres de la Fed qui tablent sur 3 hausses de taux, mais attention, des investisseurs ici qui verraient plutôt 2 hausses de taux. Donc c'est là où ça va commencer un peu à coincer. Ici, c'est le dernier sondage concernant les hausses de taux à venir en 2022. Et globalement, en décembre, ce sondage a été renouvelé en décembre. Et 50% des gestionnaires de fonds s'attendent aussi à 2 hausses de taux en 2022. Et comme on l'a vu dans les dot plots précédemment, on a actuellement 10 membres sur 18 qui prévoient 3 hausses de taux. On va déjà voir à partir du deuxième trimestre comment ça va se passer sur les marchés avec une première hausse de taux. S'il n'y a pas de dégâts et d'accidents, bon, on va sûrement procéder à 2 hausses de taux. Mais on ne va pas se mentir, je pense que la troisième hausse de taux va piquer. Elle va faire très mal au marché et je pense que les investisseurs ne sont pas prêts. Donc voilà pourquoi actuellement les opérateurs tablent sur 2 hausses de taux, ce qui est déjà énorme. J'ai vraiment hâte de voir comment le marché va interpréter et comment il va réagir face à ce resserrement de politique monétaire pour voir si on ne retombe pas dans le scénario de 2018. Mais honnêtement et concrètement, 3 hausses de taux, je pense que le marché n'est absolument pas prêt mentalement et psychologiquement. Et là, je pense qu'on aurait un retour du bâton assez violent et l'indice, enfin du moins les indices américains pourraient très vite perdre pied. Donc voilà très clairement dans cette partie macro ce qu'il faut retenir, les points clés essentiels pour l'année 2022 avec le resserrement de politique monétaire à venir de la Fed, sûrement de hausse de taux, peut-être 3 selon les dot plots, des investisseurs qui ne sont pas préparés pour 3 hausses de taux, toujours 2 hausses de taux et toujours un ralentissement, un assouplissement, en tout cas comme prévu, à 30 milliards de dollars par mois du programme, en tout cas de son programme d'achat d'obligations. Concernant la partie technique, alors, celles et ceux qui se sont positionnés ici pour jouer le comblement du gap, eh bien, bravo à vous, c'était la meilleure stratégie à adopter. J'évoquais quand même ce niveau clé, suite un peu à cette dégringolade et cette bougie flux qui n'a pas pris. Un scénario intéressant, c'était vraiment de venir chercher ce gap avec un stop assez serré, vite protégé et se dire que le marché allait repartir. Donc pour l'instant, c'est bon. Le marché est bien reparti, surtout les US, reprise du V-bottom en force, très clairement. Maintenant, 2 scénarios, toujours pas de plan de trading sur le CAC 40, mais comme sur beaucoup d'actifs, c'est quand même un peu périlleux, je trouve, juste avant la BOE et la BCE. Si vous étiez acheteur ici, eh bien, prenez des bénéfices, remontez votre stop, attendez les annonces de la BCE. Si la BCE poursuit dans la même lancée que la Fed, eh bien, on pourrait terminer l'année en beauté, avoir un rallye de Noël et aller chercher les 7200 points. Auquel cas, je vous invite à remonter vos stops et à vous laisser porter par le marché. Prendre potentiellement des bénéfices, mettre son stop à break-even et attendre si le CAC retombe parce que Christine Lagarde déçoit, au moins vous avez effectué une première prise de bénéfices et vous ne rendez surtout pas vos gains si durement gagnés au marché. Maintenant, assez neutre, j'ai envie de dire, on fera le point à la fin de la semaine. Est-ce que ici on n'évoluerait pas dans un triangle? Bon, pareil, à surveiller. C'est un élément que je surveille, mais effectivement, si on casse cette oblique, je m'attends vraiment à une nouvelle vague de hausse. Je reste haussier. Je vois pas pourquoi la BCE viendrait gâcher la fête encore. Elle a aucun intérêt à faire ça, bien au contraire.
Bon, là, je pense que les marchands ont envie de terminer l'année en beauté. Les gérants vont faire de l'habillage de portefeuille pour un peu maquiller, enfin pas maquiller, mais enjoliver les performances. Et derrière, le CAC reste bien orienté pour aller chercher et retourner vers les 7200 points. Donc là, effectivement, si on a un gros triangle, affaire à suivre, mais si on casse cet oblique, encore une fois, il faudra chercher des achats dans le sens du flux jusqu'à la fin de l'année pour retourner vers les 7200 points et pourquoi pas terminer l'année en fanfare et aller chercher un nouveau record historique. Le DAX, plus mou, le DAX, mais pareil, bien orienté, on prend quasiment 2%, on est quand même dans une séance flux. On peut vraiment aller chercher beaucoup plus si la BCE derrière est vraiment adopte un ton positif, j'ai envie de dire. En données daily, on a un range tout simplement. Ici, voilà, on a le range, le fameux range dans lequel on évolue. 15 008, 15 550, 15 450. Donc là, range technique. Mais pareil, je pense que si on en cas de clôture au-dessus de 15 830, eh bien, je viserai une accélération vers les 16 000 points. Je reste aussi haussier. J'attends de voir la clôture. Mais là, on est quand même dans une séance flux. Si ça prend qu'on clôture au-dessus, je pense qu'il faudra, d'ici la fin de la semaine et à partir de la semaine prochaine, chercher des achats dans le sens de la dynamique pour aller chercher 15 900, 16 000 points. Et très clairement, on est dans un range. Je vais aller voir en données 4 heures. Je vais aller voir le DAX futur, mini DAX. Bon, un peu un canal baissier peut-être. Pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis, j'attendrai quand même la cassure de la résistance à 15 008. Mais globalement, on reste bien orienté à la hausse. Voilà, on a quand même un beau niveau technique juste au-dessus ici, là, entre les deux sommets ici, là, 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 et celui-ci. Donc, pas de précipitation, mais effectivement, ça semble bien parti. Et je pense qu'on peut très facilement aller chercher encore 200, 300 points sur le DAX. Retourner 15 900, 16 050. Ce sera à peu près la cible pour les prochains jours. Le Dow Jones. Le Dow Jones, non, pas le Dow Jones Transport, Dow Jones Industriel. Ça reste haussier, bien évidemment, un peu déçu. Je vous disais hier de surveiller ce gap pour aller chercher, en tout cas, j'étais toujours haussier sur le Dow Jones en vous disant qu'on avait quand même en place une magnifique cassure Tenkan kit jaune et je m'attendais à un peu plus bas. On vient de chercher notre Tenkan, je vous disais surveiller le retour sur Tenkan et comblement du gap. Et ça me semblait être le niveau parfait pour se repositionner dans le sens du flux, pour avoir un excellent ratio et tenir un trade swing pour aller chercher de nouveaux records. En tout cas, je reste positif sur le Dow Jones. Je pense qu'on va vraiment terminer l'année en beauté. On a des signaux haussiers validés sur des unités de temps supérieures. Je n'exclus pas un retour vers les 36 500. Maintenant, j'ai été un peu déçu, en tout cas. Peut-être que certains surveillaient le comblement du gap et il manquait pas grand-chose. On l'a comblé partiellement. Je m'attendais voilà, à une petite mèche sur excès, venir combler le gap, prendre appui sur notre Tenkan avant de repartir. Mais on s'inscrit vraiment toujours dans une logique de V-bottom. Ça reste haussier et encore une fois, il faut plutôt chercher des achats. Donc là, on va peut-être sortir du range. Bon, on avait pareil ici un range en données 4 heures.
Finalement, hop, ici, range qui se met en place. C'est dommage qu'on ne soit pas venu combler, il manquait 50 points. Revenir combler le gap et repartir. En tout cas, il y a un range qui est en train de se former. Et si on sort par le haut et qu'on break, je vise 36 400, 36 500 points. Là, très clairement, je redeviens extrêmement positif sur les marchés. Je l'étais déjà sur le Dow Jones quand je voyais ce V-bottom en cours de formation. Mais là, ça renforce vraiment ma conviction sur la poursuite de la hausse. On a vraiment un magnifique V-bottom. Tous les voyants sont au vert. Donc, aucune raison d'être à contre-courant et de vendre ce marché. Si on regarde les futurs, mais on est en hausse aussi ce matin, pareil, on poursuit cette dynamique. Donc, on va ouvrir avec un beau gap haussier sur le cash. Pareil, on a eu la cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Et vous voyez qu'en clôture 4 heures, hop, Chikou était libre de tout obstacle. Donc pour les retardataires, peut-être que certains ont tenté le setup à la clôture. Soit il est valide, il est confirmé, là on va ouvrir avec un gap haussier. Par conséquent, je suis haussier. Je suis haussier, mon objectif c'est 36 400. 36 300, 36 430. Voilà. Là, j'ai clairement un biais haussier sur le Dow Jones. On a une magnifique structure graphique qui se met en place, un beau V-bottom, des signaux haussiers validés, que ce soit en données hebdomadaires avec la cassure Tenkan Kijun, que ce soit en données 4 heures, bref. J'ai beaucoup trop d'éléments techniques qui convergent, en tout cas d'éléments techniques haussiers qui convergent sur toutes les unités de temps. De ce fait, pour moi, il faut continuer à profiter de cette tendance et chercher des achats sur repli pour aller chercher la prochaine zone technique. Le Forex, un petit peu mou ce matin, on a quand même eu quelques réactions. On va faire un peu un tour d'horizon sur les plans qui ont été mis en place en ce début de semaine, enfin, à partir de lundi. L'euro-dollar, rien à signaler, fausse cassure du triangle ou du fanion, enfin du fanion pour le coup. Fausse cassure de ce fameux triangle, je vais y arriver, de ce fanion. On sera dans un triangle si on casse par le haut et qu'on casse la Kijun. Donc là, pareil, à surveiller, mais si ce soir, à la clôture, Kijun est cassé et la borne haute, sortie de triangle par le haut, objectif 1,1460. Voilà, ce serait pour retourner tester notre oblique baissière. 1,1370, si on casse l'1,1370, mise à BE du stop, et on va chercher MM50. Et pourquoi pas sur excès 1,1460, voire notre oblique baissière. Maintenant, malgré la mèche, d'où l'importance toujours d'attendre la clôture, et au moins sur une unité de temps 4 heures, car là, si je bascule sur une unité de temps 4 heures, hop, c'était pas validé. Donc effectivement, au moins, pas se précipiter, comme toujours, attendre confirmation après les annonces sur au minimum une unité de temps 4 heures. Ça confirme la cassure. Là, ici, c'est pas validé. L'oblique est légèrement plus basse, mais maintenant, je surveille toujours ce scénario à venir. Triangle en cas de sortie par le haut, fanion si on sort par le bas. Et donc, si on est dans un fanion, effectivement, il faudra reporter le mât, TP1, 1,1180, TP2, 1,1075. Là, c'est quand même pas la même. On aurait vraiment un meilleur ratio et de meilleurs gains si on a une sortie par le bas. Mais pour l'heure, rien à faire, toujours attendre, se montrer patient, pas prendre de trades impulsifs, attendre des signaux, des confirmations. Ici, à la hausse, je vous dis, c'est pas seulement la borne haute, mais c'est aussi la cassure de la Kijun qui va être importante, au moins en données 4 heures. Si ça passe, vous connaissez le plan, et à la baisse, TP1, en cas de cassure, mise à BE du stop, et on visera TP2, indice 75. Maintenant, affaire à suivre, et place
à la BCE avec la réunion de Christine Lagarde. Le GBP USD qui nous a fait une belle mèche dans sa zone hier. Après, toujours délicat de rentrer en position avant la réunion de la Fed, mais on est dans cette fameuse zone. Pour moi, c'est une zone que j'évoque avec vous depuis fin novembre, maintenant, depuis qu'on est ici. Je vous dis, c'est une zone à mettre à profit. C'est une zone mensuelle, 38,2 de Fibo de la dernière vague de hausse, borne basse de canal. Bref, c'est vraiment un niveau clé. Belle réaction. Peut-être que certains ont tenté des achats ici. En tout cas, c'est la meilleure stratégie pour l'instant. Et je continue de penser qu'il faudra de nouveau repayer le GBP USD à l'arrivée, ou du moins proche de cette zone. Maintenant, on semble valider ce double creux, enfin. Il est peut-être un triple creux. Mais c'est compliqué. Hein. Maintenant, c'est compliqué pour le GBP. Pour éviter de se faire piéger, j'ai même envie de tracer un range. Et me dire, bon, bah, peut-être qu'il faut trader ce range maintenant. Là, la bougie me déplaît. C'est une grosse mèche hausse et au final, ça clôture en dessous. Si vous êtes à l'achat ici, remontez votre stop, mettez-le à break-even, prenez un petit TP, mais je visais surtout les 1,3550. C'était la zone clé qui me semblait intéressante. Si vous n'êtes pas à l'achat, bon, attendez, mais même si on casse ici, la hausse reste limitée. Effectivement, ce sera intéressant maintenant, si on évolue dans un range, d'attendre un retour dans la zone, ici sur la borne basse, pour de nouveau se mettre à l'achat. Espérer une cassure nette et avoir surtout un meilleur ratio. Là, le problème, c'est que le ratio n'est pas terrible, vraiment, même si ça casse à la hausse. Et je ne visais pas une reprise haussière du GBP-USD, mais un rebond dans un premier temps. Je trouve que ça reste un peu fébrile. On a la BOE en plus là, qui va tomber. Les annonces de la BOE. Bon, surveillez les zones, ne vous précipitez pas et intervenez uniquement sur les zones clés. Sauf si vous êtes déjà dans le plan, dans ce cas-là, stop loss à break-even, prise de bénéfice, attendez, TP2 ici, mais par contre, si après les annonces, on a une bougie qui pulvérise cette zone, eh bien, restez dans le trade, parce que là, à mon avis, on aura un départ flux et on pourra le chercher bien plus haut. Mais voilà, encore une fois, comment adapter en tout cas votre risque et votre money management sur cette paire. L'AUD-USD suivi, stoppé, ABE, logiquement, si le plan a été respecté. On évoquait hier la prise de bénéfice, suite en tout cas à la prise de bénéfice du TP1 du double top. À vous de voir, soit vous avez tout encaissé ici, soit vous avez fait TP1, vous n'avez pas bougé votre stop loss et donc vous avez financé votre stop loss grâce à la prise de bénéfice ici, soit vous avez abaissé votre stop loss à break-even avant les annonces. Donc normalement, il n'y a pas eu de perte. Les trois méthodes proposées, c'était des méthodes assez safe qui limitaient justement les dégâts si ça partait pas dans le bon sens. Hein. Généralement, stop win, stopper avec un stop loss financé, un break-even, ou peut-être que certains ont préféré tout sortir avant l'annonce de la Fed. Auquel cas, effectivement, dans le troisième scénario, il y a eu des gains de fait. Maintenant, je laisse passer. Finalement, certains y verront ici une tasse avec anse. Ça repasse quand même assez haussier sur l'AUD-USD. J'attends la clôture hebdo, mais je pense que je reviendrai sur cette paire un peu plus tard. On est sur un bon niveau, effectivement. Les 38,2, on est toujours dans la zone. Est-ce qu'on a un rebond un peu plus agressif? Dans ce cas-là, ici, c'est le niveau parfait. Mais sinon, je vais laisser passer, attendre plus tard pour de nouveau revendre. Je regarde toujours en tête une stratégie baissière sur cette paire. Mais là, j'estime que c'est trop tard. On est en train de franchir la zone. En données 4 heures, on a quand même des bougies flux. Bon, j'attends de voir la réaction sur niveau 38,2 et même 200. Mais pour l'heure, je pense que le rebond pourrait s'amplifier un peu plus. On pourrait aller chercher un peu plus haut. Sauf si on cale vraiment ici.
On est encore dans la zone, hein, je l'ai tracé cette zone, on est vraiment encore dans la zone, mais j'aime pas la configuration qu'on est en train de faire. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on peut aller chercher plus haut. Donc pareil, pas de précipitation et surtout on est en train de faire une bougie flux là en données 4 heures, ce qui montre quand même la force acheteuse qui est en place sur cette paire. Donc un sentiment que le marché a envie d'aller un peu plus haut. Ça reste vraiment baissier, hein, de toute façon sur les unités de temps plus longues, c'est baissier, mais peut-être qu'il faudra attendre le niveau des 50 ou des 61,8. Et j'attends surtout la clôture hebdomadaire. Effectivement, on est encore dans la zone en hebdo. Après, est-ce que l'avalement hebdomadaire ici a été confirmé? Va se confirmer. C'est ça qui me dérange en fait, c'est que en données hebdo, j'ai trop, en données mensuelles, j'ai vraiment un niveau ici qui me dit que la baisse, enfin que le rebond va pas tenir. Le bas de nuage avec la MM50 sur zone, après cette bougie flux qui a tout cassé, je suis pas convaincu du rebond. Et peut-être qu'on va aller un peu plus haut, vous voyez, chercher le niveau des 50 de la dernière vague de baisse. Là, on est sur le niveau de 38,2, on travaille les 38,2, mais bon, j'attends vraiment la clôture hebdo, ça donnera un peu plus de visibilité, mais pour moi, on a un gros niveau ici en mensuel en fait. On est sur zone, on a les mêmes 50. Ici, on a quand même bien cassé pas mal de niveaux. Voilà pourquoi je me méfie du rebond. Parce que sur l'unité de temps mensuelle, j'ai vraiment une énorme zone de blocage. Et tant qu'elle n'est pas cassée, eh bien, j'ai plutôt envie de chercher des ventes sur cette paire. Un plan qui pourrait se déclencher, l'euro NZD. L'euro NZD, j'aime beaucoup la configuration, déjà en données mensuelles, où Chikou bloque sur le bas du nuage, ici. Là, on est capé par notre Tenkan. Et ensuite, si je bascule sur des unités de temps plus courtes, on a cette fameuse zone. Je vais enlever l'Ishimoku. Hop, on a une très belle zone de polarité. Tac, tac, tac. On est venu casser une bull trap. Ça retombe, bloqué par MM50. Donc, gros niveau, très clairement. Donc, gros niveau mensuel, gros niveau hebdomadaire, zone de polarité, impossibilité de la franchir. Maintenant, si je bascule sur une unité de temps plus courte, j'ai un magnifique double top en cours de formation. Donc là, pareil, une stratégie plutôt baissière. Ici, en plus, j'ai eu une étoile du soir doji. On est en train de la confirmer. Donc là, j'ai bien envie d'activer un plan baissier sur cette paire, avec stop loss soit au milieu, soit au-dessus. Maintenant, si on affine encore un peu, il faut confirmer la cassure en données 4 heures. Mais là, on a un beau double top, 4 heures en cours de formation, daily, sous zone. On repasse sous la zone. Là, on a la confirmation dans 5 secondes. Et voilà, confirmé. Cassure de la ligne de coup en données 4 heures. Donc là, ce sera intéressant de chercher un petit pullback dessus pour affiner un peu votre ratio. Mais là, j'ai bien envie de mettre en place un plan baissier sur cette paire. Après, libre à vous de placer votre stop loss, soit ici, soit au-dessus, pour viser mon TP1, viser TP1 1,64. TP1 1,64. Voilà le plan qui vient de se déclencher, selon moi, sur l'euro NZD. Donc, je ferai le suivi à partir de demain. Le gold. Réaction du gold, intéressante, mais trop faible, je trouve, après les propos de Jerome Powell, qui a dit que l'inflation pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Donc, forcément, le gold a joué enfin son rôle de couverture face à l'inflation. Néanmoins, ça reste encore fragile. On est dans le range, on a fait une belle mèche ici.
Peut-être que certains ont tenté l'achat sur la zone des 1750. Proche, effectivement, ça restait une belle zone de prix à mettre à profit. Ça tient. Je suis assez content du résultat sur le gold. On a une belle zone. Notre triangle tient toujours. Pas de sortie par le bas. Au contraire, on a fait une mèche. Ça me plaît bien sur le gold. Enfin, je trouve ça encourageant. J'attends aussi la BCE. Forcément, le gold va réagir à la BCE. Mais si on se fait une clôture hebdomadaire au-dessus des 1800, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il faudra très clairement commencer à chercher des achats sur le gold. En tout cas, bon point hier, ça tient, mèche. En données daily, beau marteau, ici, vraiment un très beau marteau qui est en train de prendre. Maintenant, j'attends confirmation en données 4 heures avec la sortie du range par le haut. Juste ici. On évolue dans un range depuis fin novembre, pardon. Fin novembre, range 1795, 1765 à peu près. Donc, attendons la sortie par le bas. Peut-être que certains ont tenté ici un achat, c'est un peu audacieux, mais ça pouvait se faire. Beau marteau sur la borne basse après avoir touché le support, derrière c'est reparti. Dans ce cas-là, mise à BE du stop. Maintenant, on attend la rupture d'une des deux bornes. Ça commence, je trouve, à se concrétiser un peu plus sur le gold. J'ai le sentiment qu'on a des acheteurs qui ont envie de prendre l'ascendant psychologique. En tout cas, ce que je vois graphiquement, les gros niveaux sont préservés, on ne va pas plus bas, c'est quand même bien défendu. Maintenant, il faut transformer l'essai. Et pour moi, ce sera la cassure des 1795. Et à partir de là, on pourra chercher des achats. Et pour les investisseurs long terme, eh bien, ceux-là, à court terme, les traders pourront de nouveau intervenir à la rupture du range. Et les investisseurs plus ou moins long terme attendront patiemment la sortie de ce triangle. Et en cas de sortie par le haut, on pourrait avoir un sublime redémarrage haussier pour 2022. Le pétrole, qui reprend de la hauteur quand même, qui n'a pas voulu nous donner le TP1, qui s'est arrêté en cours. Bon, j'arrive pas à savoir ce que veut faire le pétrole, très clairement. On casse des niveaux de support, ça repasse au-dessus. On me demandait s'il n'y avait pas un drapeau, je crois, en cours de formation. Possible. J'aurais aimé qu'on ait un deuxième point de contact, un premier point de contact ici, plus bas, pour confirmer le deuxième. Est-ce qu'on est en train d'avorter ce double top? Ça en a l'air. Maintenant, on est sur zone, encore une fois, et tant qu'on ne casse pas ce niveau technique-là, tant que j'ai pas une clôture hebdomadaire au-dessus des 76,80, j'ai du mal à me dire que le pétrole va repartir à la hausse. C'est un peu le niveau que j'attends et le setup, comme on a sur le Dow Jones, qui me fera changer de stratégie. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans un rebond, que c'est un peu fébrile. Invalidation du plan, très clairement, si on clôture au-dessus de ce niveau. Mais pour l'heure, je ne suis pas convaincu en données hebdomadaires, pour l'instant. En données daily, bon, on a fait un gap haussier, mais ça prend pas, coiffé par la kick jaune. Je trouve ça vraiment fragile. Je garde toujours un biais haussier, voilà. Je garde toujours un biais haussier. Maintenant, le pétrole, pour autant, ne veut pas aller chercher plus bas, malheureusement. Mais je ne suis pas convaincu de
de la poursuite du rebond. Je trouve que c'est assez fébrile, assez fragile. Ça manque de flux, ça manque de force acheteuse. On pourrait peut-être se stabiliser, larver dans un micro-range peut-être. Pas évident. En tout cas, pour l'instant, je dirais qu'il y a balle au centre et que les acheteurs reprendront la main. Vous connaissez le plan, si on repasse au-dessus si on réintègre le canal baissier et qu'on casse notre cassure Tenkan Kijun. Et les vendeurs continueront de mettre la pression tant que à chaque fois que les prix reviendront sur ce niveau. Mais là, en données 4 heures, en données 4 heures, ce n'est pas clair. Voilà. Pour le coup, je vais rester à l'écart. Je garde un biais baissier, mais je ne suis pas aussi convaincu qu'hier. Je trouvais qu'on avait des beaux chandeliers de retournement. En données daily, malheureusement, ça part pas. Un objectif qui a été partiellement atteint sur ce double creux. Je l'attendais ici, je vous avais dit le TP1 ici. Bon, pour l'instant, ça prend pas. Attendons de voir encore un peu. Besoin d'avoir plus de visibilité sur ce marché, très clairement. Même chose pour le light. On casse, ça prend pas. Bon. Peut-être un canal haussier. Effectivement, si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher plus haut, mais c'est les données weekly qui me... C'est la même chose en fait. Seulement qu'on n'est pas venu chercher ce niveau encore sur le WTI. On s'en est approché, mais on n'a pas eu de réaction. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment envie de me méfier du rebond à venir et je sens que ça va caler sur ce niveau-là, sur le WTI, très clairement. Ça me semble un peu fébrile. Je vois mal le marché terminer en hausse et venir m'arracher les 74,70 en clôture hebdo. J'ai toujours ce scénario de range à venir d'une fin d'année un peu en range, avec toujours les inquiétudes au sujet du variant Omicron. Même si ça fait que tousser les marchés, ça pénalise quand même le marché pétrolier. Et là, effectivement, période un peu hivernale, ça pourrait stabiliser le marché, au moins freiner la hausse dans un premier temps, pénaliser un peu le marché et permettre ce fameux range de consolidation. Mais je ne suis pas convaincu de ce rebond. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je vois une énorme résistance, je vois la Kijun qui arrive droit sur les prix, un gap ce matin, mais il n'y a pas de relais en fait. C'est calme plat, ça a gapé et puis plus rien. Voilà, hop. Ça reste, ouais, ça reste assez fragile. Enfin, ça manque de flux, ça manque de carburant très clairement. Bon, attendons de voir, mais c'est sûr que c'est pas mon marché préféré en ce moment, le pétrole. Le Bitcoin. Alors, les cryptos, belle réaction après la Fed. J'attends de voir aussi la BCE. Le pire n'est pas certain, encore une fois. Surtout sur l'Ethereum, je trouve qu'on a eu une magnifique reprise après avoir fait -5, on a clôturé à +4. Franchement, c'était très propre. Le BTC, bah, il sous-performe toujours et encore. Rien d'intéressant à faire, en tout cas à court terme. Je surveille la sortie par le haut de ce canal, toujours, qui pourrait être pertinent, mais c'est le seul élément. Si l'élément encourageant qu'on a eu, c'est le bel avalement 4 heures. Ici, on a quand même eu un bel avalement 4 heures, pas aussi beau que sur l'Ethereum, très clairement.
Toutefois, le sentiment que le marché est en train de former un creux. Encore une fois, on attendait la Fed, les propos de la Fed, qu'une inflation allait pouvoir encore rester ouverte suite à ces, enfin, n'importe quoi, qu'une inflation allait rester encore un peu élevée. Suite à ça, justement, les cryptos ont décollé. On a eu des chandeliers de retournement sur certaines cryptos, notamment l'Ethereum, d'autres crypto-monnaies, altcoins, qui ont bien réagi, qui sont bien repartis même. Donc ça, c'est vraiment un signe encourageant. Le BTC toujours à la traîne, mais c'est pas parce que c'est la reine des crypto-monnaies qu'il faut absolument focus sur celle-là. Il y a aussi d'autres crypto-monnaies et elle a aussi le droit de sous-performer, ce qui est le cas maintenant depuis plusieurs semaines. Maintenant, ça c'est le point positif. J'attends qu'on casse des résistances. En fait, c'est bien beau de préserver les supports, comme je vous le dis, mais dans une dynamique haussière, ce qui compte, c'est de casser les résistances. Et là, malheureusement, depuis début novembre, on ne casse pas de résistance. Donc le BTC deviendra intéressant, reviendra intéressant une fois qu'il aura cassé des résistances et qu'il mettra fin à cette dynamique baissière de court terme, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc déjà cassé les 5500, ce serait déjà un bon point, mais surtout, pour inverser la vapeur, aller chercher les 53 250. Je note un bon point, j'attends encore une fois la clôture hebdomadaire. Pour l'instant, elle est encourageante pour la suite, rien n'est fait. Voyons voir aussi avec la BCE si ça réagit pas sur si ça réagit au contraire sur les cryptos. Pour l'instant, ça tient, ma zone, mais c'est pas l'actif, en tout cas, c'est pas la crypto-monnaie qui m'intéresse le plus actuellement. Là, je surveille des niveaux de clôture sur des unités de temps hautes qui me confirment qu'on va préserver cette dynamique haussière. C'est uniquement ça qui m'intéresse. Comme je le disais, moi, c'est les données hebdo qui m'intéressent sur le BTC et la donnée mensuelle pour qu'on invalide cette divergence et en hebdo qu'on préserve la zone. Si tout ça est cassé, je me montrerai bien plus prudent sur les cryptos et je vous dirais même, attention, gardez du cash. Ne faites pas tapping et ne soyez pas investi à 100%. En revanche, si ces signaux baissiers sont invalidés mensuellement et qu'en hebdomadaire ça tient, eh bien, je reviendrai très largement positif sur les crypto-monnaies pour espérer une nouvelle jambe de hausse. Mais pour l'instant, sur le BTC, voilà, il me permet juste de surveiller les signaux sur les unités de temps importantes qui pourraient nous envoyer un premier signal d'alerte et une dégradation de la dynamique haussière à venir. En revanche, l'Ethereum, pareil, en données mensuelles, je surveille. Pour l'instant, ce n'est pas validé. Émission clôture ici à 3400. Oui, on va valider un avalement baissier et une divergence mensuelle. Pour l'heure, pas de panique, pas validé. Ensuite, en données hebdomadaires, encore une fois, la zone, les clôtures hebdomadaires, et malgré la mèche qu'on a faite durant cette semaine, si on clôture comme ça dimanche, pour moi, la zone est préservée. On est toujours dans une dynamique haussière. Maintenant, pas de panique. Notre oblique a bien tenu aussi. Si on préserve la zone et l'oblique, pas d'alerte. Au contraire, peut-être que certains d'entre vous vont même chercher des achats ici. Je vous disais que c'était le dernier rempart et qu'on avait quand même une énorme zone de prix. Avec l'oblique baissière, le retracement de 38,2 et ce niveau de support vers 3715, 3650. Potentiellement un canal baissier, voire un drapeau. Belle réaction des prix. On perdait quand même 5% hier. On a clôturé à plus 4. Donc, belle remontada. Donc ça, point positif. Ensuite, reconquête de la zone hebdomadaire. Deuxième point positif. À confirmer en clôture hebdomadaire. Troisième point positif. Magnifique avalement haussier 4 heures sur zone.
Donc ça, comparé au BTC, on a eu un avalement 4 heures, mais celui-là, il est flux directionnel impulsif. Il avale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quasiment 13 bougies. Donc là, signe de force, avalement aussi 4 heures. À plus court terme, peut-être une sortie de biseau à surveiller si on break les 4100, c'est le prochain niveau. Et dans ce cas-là, ça pourrait être beau derrière. Là, en données 15 minutes, je surveillais aussi un peu grosse accélération, un fanion, sorti par le haut, pullback, on est reparti. Donc vraiment, l'Ethereum, j'ai beau basculer sur mensuel, hebdo, daily, 4 heures, 15 minutes, comme je viens de faire, il y a quand même pas mal d'éléments positifs pour la suite, je trouve. En tout cas, certains y verront même un double creux ici. Hop, double creux validé, l'objectif quasiment atteint. Maintenant, encore une fois, je surveille la validation de ces signaux via l'unité de temps hebdomadaire. Mais ça commence à reprendre des couleurs, ça redevient intéressant, on a préservé des gros niveaux, le marché était très nerveux à l'approche des banquiers centraux, le marché est rassuré en tout cas sur les crypto-monnaies, ça va mieux, on retrouve l'appétit pour le risque finalement, et donc je me dis, on est peut-être en train de former un creux de marché ici sur l'Ethereum. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. J'attends, encore une fois, je me répète, mais c'est important, la clôture hebdo et surtout la clôture mensuelle. Mais à l'heure actuelle, sur les unités de temps plus courtes, on a potentiellement un creux de marché qui est en train de se former, sur l'Ethereum en tout cas. Maintenant, si on casse les 4100, qu'on repart et qu'on break ce haut de canal, je viserai 5235 en TP1 et ensuite 5100. Voilà mon analyse complète sur les crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents avant la BCE. Surveillez votre exposition et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.